Les machines de l'unité de soins intensifs n'émettaient pas de bip strident. Elles chuchotaient des sons doux et réguliers qui vous forçaient à vous pencher davantage, comme si la vie de votre enfant était quelque chose de si fragile que le moindre souffle un peu trop fort risquait de tout briser. J'étais assise au chevet du lit, observant la poitrine de mon fils se soulever et s'abaisser sous le poids de câbles et de tubes qui n'avaient rien à faire sur quelqu'un d'aussi petit. Je m'appelle Élise Mercier, et cette nuit-là, j'ai cessé de croire que le mot « famille » signifiait quoi que ce soit. La conversation de groupe était silencieuse depuis 2 jours. Pas d'appel, pas de message. Rien. Pas un « comment va-t-il » Puis mon téléphone s'est allumé. Ma mère. Ton frère aurait vraiment besoin de 7 000 € pour son voyage de noces. Tu t'en sors bien, n'est-ce pas? J'ai fixé l'écran, je l'ai relu 1 fois, puis 2. Les mots ne changeaient pas. Je n'ai pas répondu. Je n'ai eu aucune réaction. J'ai simplement retourné le téléphone, laissant le silence répondre à ma place. Des heures ont passé. L'unité de soins intensifs restait la même, figée dans une atmosphère contrôlée et terrifiante. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner. Mon père, 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai ignoré les appels. À la 6e sonnerie, l'infirmière m'a jeté un regard. « Vous ne voulez pas répondre » a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête. Mais quand le téléphone a sonné pour la 7e fois, quelque chose a basculé en moi. J'ai décroché, j'ai appuyé sur répondre, et je n'ai rien dit. Pendant 1 seconde, on n'entendait que la respiration à l'autre bout du fil. Puis mon père a parlé, et ces mots ont glacé tout ce que je portais en moi. « Élise, nous devons parler de l'argent. » Pas un « comment va-t-il » Pas un « est-ce que tu vas bien » Juste ça. Ma main s'est crispée autour du téléphone. « Je suis à l'hôpital » ai-je dit calmement. « Je sais » a répondu mon père. « Ta mère me l'a dit. » Cela a rendu les choses encore pires. « Tu sais » ai-je répété. « Et c'est pour ça que tu m'appelles » Il a soupiré comme si j'étais celle qui posait problème. « Ton frère a déjà payé les acomptes, les vols, l'hôtel, tout. S'il annule tout, c'est une grosse somme d'argent perdue. » J'ai fixé la paroi vitrée de l'unité de soins intensifs. Mon fils était là, derrière la vitre, respirant grâce aux machines, en plein combat. « Et mon fils » ai-je demandé. Il y a eu une pause. Trop longue. « Il ira bien » a fini par dire mon père. Les enfants, ça récupère vite. Les enfants, ça récupère vite. Les mots résonnaient dans ma tête comme quelque chose de vide. Papa, ai-je dit lentement. Il est en réanimation. Oui, mais tu gères la situation, a-t-il répondu. Tu as toujours été forte. Forte, un autre mot pour dire que je n'avais pas besoin de soutien, seulement d'être à la hauteur des attentes. Alors, a-t-il poursuivi, peux-tu envoyer les 7 000 € aujourd'hui? C'est pour les frais de ton frère. J'ai fermé les yeux. Pendant un instant, tout s'est tu, les machines, le couloir, le monde entier. Parce qu'à ce moment précis, quelque chose s'est brisé, proprement, sans bruit, sans drame, mais définitivement. Et quand j'ai repris la parole, ma voix ne tremblait pas. Non. Le mot est sorti, simple, plat, définitif. Le silence a envahi la ligne. Quoi, a dit mon père. Je n'enverrai rien, ai-je répondu. Une autre pause, plus longue cette fois. Puis son ton a changé. Élise, ne sois pas comme ça, a-t-il dit, l'irritation perçant dans sa voix. C'est le voyage de noces de ton frère. J'ai regardé mon fils à travers la vitre. Justement, ai-je dit doucement. Il est en train de célébrer quelque chose, lui. Mon père a expiré bruyamment. Alors, tu le punis parce que tu es stressé? Cela m'a presque fait rire. Le punir? Il ne m'avait même pas traversé l'esprit. Non, ai-je dit calmement. Je ne fais juste pas de lui ma priorité. Cela a porté, parce qu'il n'était pas habitué à entendre ça. La famille, ça s'entraide, a lancé mon père. J'ai hoché la tête lentement,
bien qu'il ne puisse pas me voir. Oui, ai-je dit. C'est ce qu'elle fait. Un silence lourd, inconfortable, parce que nous savions tous les deux ce que je voulais dire. Où était-il quand j'avais besoin d'aide? Où était-il quand j'étais assise seule dans cette chambre d'hôpital à regarder mon enfant se battre pour respirer? Tu es égoïste, a-t-il fini par dire. Égoïste. Ce mot ne me faisait plus mal. Il clarifiait les choses. Je suis une mère, ai-je répondu. Et c'était quelque chose qu'ils avaient clairement oublié comment reconnaître. La ligne est restée silencieuse. Puis mon père a dit quelque chose qui a figé tout mon être. Si tu n'envoies pas cet argent, ne t'attends pas à ce qu'on soit là pour toi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai simplement écouté sa respiration, attendant qu'il insiste, s'attendant à ce que je cède, à ce que je m'excuse, à ce que je répare les choses comme je l'avais toujours fait. Je n'ai jamais attendu de vous que vous soyez là, ai-je fini par dire. Le silence qui a suivi était différent. Pas tendu, pas frustré, vide. Élise, a-t-il commencé. J'ai raccroché. Pas d'avertissement, pas d'explication, j'ai juste mis fin à l'appel. J'ai fixé mon téléphone pendant une seconde, puis j'ai ouvert la conversation de groupe. Le message de ma mère était toujours là, intouché, comme s'il avait été envoyé dans la mauvaise famille. J'ai appuyé sur les paramètres, je l'ai bloqué, puis mon père, puis mon frère, l'un après l'autre. Aucune hésitation, aucun regret. L'écran est resté silencieux. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé de nouveau à travers la vitre. La poitrine de mon fils se soulevait lentement. Il luttait, il tenait bon. Une infirmière a ajusté quelque chose à côté de lui et m'a adressé un petit signe de tête rassurant. Vous vous en sortez très bien, a-t-elle dit doucement. Cela a failli me briser, parce que c'était la première fois que quelqu'un me disait cela sans rien demander, sans rien attendre de moi. Juste me voir. Je me suis rassise près de la fenêtre, les mains stables, le cœur clair, parce que pour la première fois depuis des années, je ne les portais plus avec moi. Je le portais lui, et cela suffisait. Les heures suivantes se sont écoulées en fragments. Les mises à jour du médecin. Les infirmières qui allaient et venaient. Les machines qui murmuraient leur rythme calme et implacable. Je suis restée sur la chaise à côté de la vitre, les yeux fixés sur mon fils. Chaque soulèvement de sa poitrine ressemblait à une victoire. Chaque pause ressemblait à une menace. Mon téléphone restait posé face contre table à côté de moi, silencieux, propre, libre. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus d'exigence qui m'attendait de l'autre côté de l'écran. Pas d'attente, pas de pression, juste de l'espace. Vers midi, le médecin s'est approché. Son expression était prudente, mesurée. Nous constatons une légère amélioration, a-t-il dit. C'est tôt, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je me suis accrochée à ce mot comme s'il comptait plus que tout au monde. Puis-je le voir, ai-je demandé. Il a hoché la tête pour quelques minutes. Je me suis levée lentement, les jambes raides, le cœur se stabilisant alors que j'entrais dans la chambre de soins intensifs. De près, tout semblait encore plus petit, plus fragile. J'ai tendu la main vers la sienne, avec précaution, doucement. Salut, ai-je chuchoté. Ses doigts n'ont pas bougé, mais je suis restée là parce qu'il n'était plus seul. Plus jamais seul. Plus tard dans la soirée, mon téléphone s'est allumé à nouveau. Un nouveau numéro, inconnu. J'ai fixé l'écran pendant une seconde, puis j'ai répondu. Et ce que j'ai entendu à l'autre bout n'était pas ma famille. Madame Mercier? La voix était calme. Professionnelle. Oui, ai-je dit. Ici Karen Blake, du service de gestion des clients prioritaires de votre banque. J'ai légèrement froncé les sourcils. D'accord. Nous avons remarqué plusieurs tentatives d'accès à vos comptes aujourd'hui, a-t-elle poursuivi. Une activité inhabituelle signalée par notre système. Mon estomac s'est noué. Quel genre de tentative? Il y a eu des demandes de connexion répétées depuis un appareil non associé à votre profil, a-t-elle dit. Puis un appel direct prétendant être vous, demandant une autorisation de virement.
Un froid s'est installé dans ma poitrine. Ils ont essayé de déplacer des fonds. Oui, a-t-elle répondu. Spécifiquement 7 000 €. Bien sûr. J'ai fermé les yeux un instant. Et vous les avez arrêtés, ai-je demandé. Immédiatement, a-t-elle dit. L'appelant a échoué à la vérification de sécurité. Un petit soupir de soulagement m'a échappé. Merci. Il y a autre chose, a-t-elle ajouté prudemment. L'appelant a fourni des détails personnels suffisants pour que nous pensions qu'il s'agit de quelqu'un de proche de vous. Proche. Je n'avais pas besoin de confirmation. Je comprends, ai-je dit doucement. Nous avons bloqué votre compte par mesure de sécurité. Vous devrez réinitialiser l'accès en personne. C'est très bien. J'ai mis fin à l'appel lentement. Pendant un moment, je suis restée assise là, pas choquée, même pas en colère, juste lucide, parce qu'ils n'avaient pas seulement demandé. Ils avaient essayé de prendre l'argent de force. J'ai regardé mon fils à travers la vitre, et quelque chose en moi s'est apaisé totalement. Ce n'était plus de la distance. C'était une séparation, permanente. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai confronté personne. Je n'ai posé aucune question parce que j'avais déjà les réponses. Au lieu de cela, j'ai appelé mon avocat. J'ai besoin de tout mettre à jour, ai-je dit. Il n'y avait aucune hésitation dans ma voix. Quel genre de changement, a-t-il demandé. Accès, permission, contact d'urgence, autorisation financière, ai-je répondu. Et autre chose. Il a fait une pause. Je veux qu'il soit consigné par écrit qu'aucun membre de ma famille proche n'a d'autorisation sur tout ce qui me concerne, moi ou mon fils. Silence. Puis, compris, a-t-il dit. Cela a pris moins d'1 heure. Un appel, quelques signatures, des années d'accès effacées. Propre, définitif. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose d'inconnu. Pas de colère, pas de tristesse. De la maîtrise. Ce soir-là, le médecin est revenu. Un léger sourire cette fois. Il réagit, a-t-il dit. Les mots avaient une autre résonance. Pas de l'espoir, du progrès. Je suis retournée dans la chambre de soins intensifs, je me suis assise près de mon fils et j'ai pris sa main. Hey, ai-je chuchoté. Pendant 1 seconde, ses doigts ont frémi. Petit, faible, mais réel. Mon souffle s'est coupé, parce que ce minuscule mouvement signifiait tout. Derrière moi, le monde que j'avais quitté essayait encore de me rattraper. Mais dans cette chambre, rien d'autre ne comptait, parce que pour la première fois depuis des jours, quelque chose avançait. Et j'étais exactement là où je devais être. Le lendemain matin semblait différent. Pas plus facile, mais plus stable. La machine murmurait toujours. La pièce sentait encore l'antiseptique et la peur silencieuse. Mais quand je suis entrée dans l'unité de soins intensifs, l'infirmière m'a regardée et a souri. Il a passé une bonne nuit, a-t-elle dit. Bonne. Ce mot ressemblait à la lumière du soleil. Je me suis approchée, prenant à nouveau la main de mon fils. Cette fois, ses doigts se sont légèrement refermés sur les miens. Plus fort. Présent. Tu y arrives, ai-je chuchoté. Derrière moi, mon téléphone a vibré une fois. Un numéro inconnu encore. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car je savais déjà ce que ce serait. Des excuses, des justifications, ou pire. Des exigences déguisées en inquiétude. J'ai coupé le son, je l'ai retourné, et je suis restée là où j'étais. Plus tard, le médecin l'a confirmé, il se stabilise. Se stabilise. Le monde extérieur pouvait attendre. Il m'avait déjà montré ce qu'il était, qui ils étaient, et ce que j'étais sans eux. J'ai regardé mon fils, sa respiration désormais régulière, vivant, se battant ici, et j'ai réalisé quelque chose de simple. Je n'avais pas perdu une famille. J'avais trouvé mes limites, et je les avais choisies, pour toujours.